Le jeune homme se regarda, en suivant dans son esprit le mélange de satisfaction volontaire et d'amertume qui accompagne la réalisation des plus petits projets. Chez lui, dans l'ameublement qu'il s'était composé, une figure antique ne détonnait presque pas. Il aurait accepté de conserver à l'ordinaire, comme un pyjama un peu plus orné, ce vêtement de la Troade. Mais il redoutait le contact avec la rue et les passants à travers les vitres du coupé. Il souffrait à l'avance d'être pris pour un masque et de guetter dans les regards des gens l'espèce de pitié qu'ils envoient à ceux qui paraissent avoir trop apprêté une réjouissance aléatoire ou vaine. Car étant très jeune, il ne se trouvait pas encore là de converser avec lui-même. Et l'ennui ne le prenait qu'en public. S'il restait seul devant sa table, il était certain de passer une soirée délicieuse, égale en distraction et en imprévu à toutes celles analogues qui ornaient sa vie. S'il passait la porte, un hasard vague allait décider de ses plaisirs et faire pousser peut-être devant ses pas le spleen qu'il voyait comme une plante malade dont la fleur est bellement noire. Complaisamment, il savoura sa découverte. Il n'était pas de ces égarés qui, tarissant ainsi le bonheur lui-même, ne veulent s'étonner de rien. La dérision générale lui semblait une élégance trop facile, presque une recette un peu vulgaire, à l'usage de ceux-là seuls qui ne savent ni traduire, ni répandre une âme aisément exaltée. Un soir déjà lointain, il avait entendu Stéphane Mallarmé dire, de cette voix si ponctuelle et si discrète à la fois, qui semblait demander la permission de dispenser la vérité pure, une phrase depuis célèbre et tant de fois reprise. Le poète est celui qui s'étonne de tout. Je voudrais préalablement que nous ébauchions un visage de Pierre-Louis. J'entends par visage un tracé biographique. Je voudrais demander au docteur Paul Ursin Dumont de débaucher pour nous cette biographie, étant donné que le docteur Dumont travaille à une biographie de Pierre-Louis, justement, ainsi d'ailleurs qu'à un ouvrage sur les manuscrits Le Grand, encore une énigme dont nous aurons à parler. Docteur Dumont. Pierre-Louis est né le 10 décembre 1870 à Gand, du fait que l'invasion allemande avait fait fuir sa famille de France, son père habitant à Dizy, où il était avocat. Il faut peut-être revenir un peu sur la généalogie, qui est tout de même intéressante. Je pense qu'il y a une chose là qui est intéressante, effectivement, enfin moi qui m'a frappé, quand on connaît l'amour qu'avait Pierre-Louis pour Victor Hugo, c'est quand même un certain lien avec Victor Hugo, puisque son grand-père, je crois, était le beau-frère d'Abel Hugo, puisqu'il avait épousé la sœur de Julie Duvidal. C'est exact, et il n'y a pas que cela dans la généalogie de Pierre-Louis. Il y a également sa parenté avec le duc d'Abrantès, et sa parenté avec Sabatier, le docteur Sabatier, qui était le chirurgien des Invalides, le médecin de l'empereur, etc. Donc, du premier mariage, il y avait eu une fille qui s'appelait Lucie Aimée et un frère qui s'appelait Georges. Et là, nous allons le retrouver, puisque je pense que Georges, c'est l'ami et presque le père adoptif, si on peut dire, du petit, de Pierre. On a même dit que c'était le père. Ah oui, à diable. Mais sur quoi pouvait-on se baser? Farrer, notamment, avait... Oui, mais est-ce que Farrer n'était pas un peu perdu dans l'opium lorsqu'il écrivait ces choses-là? C'est possible. C'est possible, mais il existe tout de même des curiosités dans la correspondance entre Georges et Pierre qui font penser qu'il y a une énigme qui entoure sa naissance. Alain Kahn-Scribert, vous vouliez intervenir? Il existe des lettres qui laisseraient penser que
à un certain moment de son existence, Pierre-Louis s'est aperçu que Georges pouvait être son père. Et ça expliquerait bien des choses sur le sujet qu'on abordera plus tard. Robert Fleury. Oui, il faut quand même ajouter aussi qu'entre les deux mariages, il s'est écoulé un grand laps de temps et que, par exemple, la deuxième femme, Céline Maldan, de Pierre-Philippe Louis, le père de Pierre-Louis, avait quand même 25 ans de moins que son mari. C'était quand même relativement important. Et Georges venait très souvent dans la maison de Dizy, ce qui était normal puisqu'il venait chez son père, et qu'il avait le même âge que sa belle-mère, mettons, n'est-ce pas? Docteur Dumont. Son frère Georges, son demi-frère par conséquent, s'est marié le 1er mai 1900 avec Paz de Ortega Moreyron Dominguez, qui était né à Hambourg en 1872, et ce frère Georges est devenu ambassadeur en Russie. On dit même que son rôle a été extrêmement important au moment de la déclaration de guerre de 1914, et il existe un livre auquel on pourrait se référer, qui est de Goutenoise de Toury, Poincaré a-t-il voulu la guerre? Georges Louis étant intervenu pour empêcher cette guerre, très efficacement. Oui, docteur. Je voudrais ajouter également qu'on a publié les carnets de Georges Louis, qui donnent un éclairage, comme l'a dit le docteur Dumont, tout à fait nouveau sur cette période de l'avant-guerre. Et il faut ajouter d'ailleurs qu'il avait conservé d'excellentes relations dans les milieux tsaristes, dans les milieux de la Douma notamment, puisque sa fille se maria plus tard avec un fils Stolypine. Mais alors, au fond, Pierre-Louis est quelqu'un qui naît dans une famille, disons, aisée, dans une famille qui a une surface sociale importante. Oui, je me permets de revenir sur ce que disait tout à l'heure notre ami au sujet de cette lettre concernant une paternité possible de Georges. J'ai une question poignante depuis 10 ans sur les lèvres. Tu ne peux pas me répondre. Je ne t'en parlerai jamais, mais il faut que tu saches que je n'ai jamais cessé d'y penser. Cette lettre a été écrite en 1895 par Pierre à Georges. Alors, allons un peu plus vite, si vous voulez, docteur Dumont, puisque quand même nous devons arriver à l'écrivain. Et j'imagine à ce moment-là que Pierre-Louis fait des études comme on en faisait dans une famille comme la sienne. Études extrêmement poussées, tournées vers le latin et le grec surtout, à l'école alsacienne et au lycée Janson de Sailly. Il avait été le condisciple d'André Gide à l'école alsacienne. À 12 ans, il débute son journal intime. Il perd son frère Paul en 1884. Et dans ses études et dans ses écrits, commence à se manifester une attirance de plus en plus grande pour les latins et les grecs. Grec. C'est un mot que la lumière environne. Et il suffit que la voix le prononce pour que l'esprit imagine l'eau bleue, le ciel bleu, le marbre blanc, le soleil de feu pur, l'atmosphère toujours limpide où le sentiment de la beauté pour la première fois devait prendre forme, la rive où la déesse naquit, des amours du ciel et de la mer. Le peuple grec a vécu son histoire dans une patrie petite et précieuse comme une gemme, un pays de couleur et de clarté entre les pâles brumes du nord et le pâle firmament africain. En Grèce, tout est beau par soi-même, de sorte qu'il n'y a pas de contrée où la soif de l'idéal nous entraîne moins loin de la réalité, puisque dans cet horizon calme, la matière est l'égale du rêve. Il écrit dans son journal intime ou dans ses lettres à Georges des descriptions très détaillées de Sarah Bernard, de Taine, de Renan, de Lecomte de Lille, qui sont tout à fait intéressants. Il est du reste amoureux de Sarah Bernard. Il l'a vu jouer une fois, c'est le grand amour. Ce sera du reste un épisode assez intéressant.
car il la rencontrant une seconde fois, elle lui demandera d'écrire une pièce pour elle. Il semble que les deux mots-clés de cet adolescent, à cette époque, nous sommes en 1889, si vous voulez, c'est amour et poésie. Elle tourne, elle est nue, elle est grave. Ses flancs ondulent d'ombre bleue et de sueur farouche. Dans les cheveux mouillés s'ouvre rouge la bouche et le regard se meurt entre les cils tremblants. Ses doigts caressent vers des lèvres ignorées la peau douce, la chaleur molle de ses seins. Ses coudes étendus comme sur des coussins ouvrent le baiser creux des aisselles dorées. Mais la taille ployée à la renverse tend le pur ventre, gonflé d'un souffle intermittent, et sous l'arachnéen tissu noir de sa robe, ses bras tendres, avec des gestes assoupis, ses pieds froids sur les arabesques des tapis, cherchent l'imaginaire amant qui se dérobe. Là, on aborde un problème un peu plus délicat, c'est le rapport de Pierre-Louis avec les femmes. Et peut-être même déjà, même dans sa famille, enfin, parce qu'il y a une cousine dont je crois il était pris, Thérèse Maldan. Nous n'y sommes pas encore, je crois. Il faudra encore attendre quelques années. Là, je crois que c'est un jeune homme qui est encore vierge. Oui, je vous en Je prie. ne partage pas tout à fait l'opinion de mon collègue, puisqu'à 17 ans, n'est-ce pas, il avait déjà des rapports qu'on retrouve dans le journal intime, si je ne m'abuse. Et sur un plan alors beaucoup plus platonique, il y a l'amour éthéré qu'il voue justement, comme dit M. Huberchuin, à sa cousine Thérèse Maldan, auquel il a adressé sa première pièce de vers. En 1888, il a quand même 17 ans. Et alors, on sent, d'après ce que vous venez de dire, que c'est un garçon qui est tout naturellement, vous parliez de poésie, mais qui est assez naturellement voué aux lettres. Certainement, c'est absolument évident. À ce moment-là, et cela très jeune. Enfin. Et cela très jeune. Je pense du reste qu'à ce moment-là, amour et poésie, dont j'ai prononcé les deux mots, vont se transfigurer petit à petit en corps et âme. L'amour qui gouvernera le corps, tandis que la poésie remplira l'âme. Et c'est le moment qu'il va choisir, du reste, pour troquer l'I de son nom, car il s'appelait Louis, L-O-U-I-S, pour l'Y avec tréma. Alors cet Y avec tréma, c'est déjà peut-être l'avant-propos à la préface d'Aphrodite. Peut-être. Dans la revendication du monde antique. C'est donc par une supercherie consciente et volontaire que les éducateurs modernes, depuis la Réforme jusqu'à l'heure actuelle, ont représenté la morale antique comme l'inspiratrice de leurs étroites vertus. Si cette morale fut grande, si elle mérite en effet d'être prise pour modèle et d'être obéie, c'est précisément parce que nul n'a mieux su distinguer le juste de l'injuste selon un critérium de beauté, proclamer le droit qu'à tout homme de rechercher le bonheur individuel dans les limites où il est borné par le droit semblable d'autrui, et déclarer qu'il n'y a sous le soleil rien de plus sacré que l'amour physique, rien de plus beau que le corps humain. Telle était la morale du peuple qui a bâti l'Acropole, et si j'ajoute qu'elle est restée celle de tous les grands esprits, je ne ferai que constater la valeur d'un lieu commun tant il est prouvé que les intelligences supérieures d'artistes, d'écrivains, d'hommes de guerre ou d'hommes d'État n'ont jamais tenu pour illicite sa majestueuse tolérance. Aristote débute dans la vie en dissipant son patrimoine avec des femmes de débauche. Sappho donne son nom à un vice spécial. César est le Mecus Calvus, mais on ne voit pas non plus Racine se garder des filles de théâtre, ni Napoléon pratiquer l'abstinence. Les romans de Mirabeau, les vers grecs de Chénier, la correspondance de Diderot et les opuscules de Montesquieu égalent en hardiesse l'œuvre même de Catulle.
Et de tous les auteurs français, le plus austère, le plus saint, le plus laborieux, Buffon, veut-on savoir par quelle maxime il entendait conseiller les intrigues sentimentales. Amour, pourquoi fais-tu l'état heureux de tous les êtres et le malheur de l'homme? C'est qu'il n'y a dans cette passion que le physique qui soit bon, et le moral n'en vaut rien. D'où vient cela? Et comment se fait-il qu'à travers le bouleversement des idées antiques, la grande sensualité grecque soit restée comme un rayon sur les fronts les plus élevés? C'est que la sensualité est la condition mystérieuse mais nécessaire et créatrice du développement intellectuel. Ceux qui n'ont pas senti jusqu'à leurs limites, soit pour les aimer, soit pour les maudire, les exigences de la chair, sont par là même incapables de comprendre toute l'étendue des exigences de l'esprit. De même que la beauté de l'âme illumine tout un visage, de même la virilité du corps féconde seul le cerveau. La pire insulte que Delacroix sut adresser à des hommes, celle qu'il jetait indistinctement aux railleurs de Rubens et aux détracteurs d'Ingres, c'était ce mot terrible, eunuque. Jean-Louis Meunier. Le changement de I en Y a aussi une raison tout à fait naturelle, c'est pour ne pas gêner l'action politique de son frère Georges. Et c'est une raison très importante. Certainement, Mallarmé a dû aider à ce changement, mais il y a dans les carnets de Georges Louis, ou même dans la correspondance de Pierre à son frère, une volonté de ne pas gêner l'action politique de son frère Georges. Oui, d'où ce changement de nom. Oui, Robert Fleury. Je voudrais y ajouter simplement, puisque mon ami Meunier est musicien, qu'il y a également une note musicale dans ce Louis. Vous savez que Louis était un musicien, il a visité entre plusieurs optiques, n'est-ce pas, la poésie, le dessin, la musique. Et il y a une note musicale dans Louis, vous voyez, dans ce patronyme. Oui, mais il y a autre chose aussi à ce moment-là. C'est parce qu'il y a un goût, me semble-t-il, de Pierre-Louis pour la calligraphie. Et il est évident que la notation du dessin de cette Y avec tréma arrange beaucoup, calligraphiquement, sa signature. Il y a quand même à ce moment-là un Pierre-Louis qui va devenir assez important puisqu'il va créer une revue. Ah, Potache Revue. Potache Revue d'abord, mais surtout la Conque. D'abord, qui était des Juvenilia, sans grande importance du reste, qui n'a pas subsisté, puis la Conque. Voilà, c'est la Conque. La Conque, alors, qui est une anthologie de jeunes poètes. Et c'est là surtout que dans la Conque, dans les poèmes de la Conque, apparaît la fameuse calligraphie Pierre-Louis. Alors cette anthologie de jeunes poètes avec Quillot, André Gide, Camille Mauclerc, Valéry, Léon Blum, oui, etc. C'est vrai, Léon Blum, il publie quand même 4 ou 5 poèmes, je crois. 4 ou 5 poèmes de Léon Blum. Mais je pense qu'il y a aussi quelque chose de plus important dans la Conque, ou d'important en tout cas, qui est le fait que chaque numéro de la Conque est patronné, si l'on peut dire. Il y a Hérédia, il y a Régnier, il y a Mallarmé, il y a le Comte de Lille. C'est-à-dire que à la fois c'est une revue de jeunes, mais qui se veut également manifeste littéraire. Parfaitement. Robert Fleury. Ce que je voudrais signaler, le point sur lequel je voudrais insister, c'est que Pierre-Louis a 19 ans à ce moment-là, et qu'à 19 ans, il est reçu au mardi de Mallarmé, qu'à 19 ans, il fréquente les samedis de Hérédia, et qu'à 19 ans, il va fonder cette fameuse revue de la Conque dont nous parlons, et déjà perce, à 19 ans, ce sens de la bibliophilie qu'il aura plus tard, n'est-ce pas, puisque la Conque dont parle le docteur Dumont est tirée à 100 exemplaires seulement, et qui ne sera jamais ni continuée, ni réimprimée, et ce sera sur papier de luxe. C'est donc déjà, au départ, on peut dire, un ouvrage de bibliophilie pure. Il exerce une influence, vous venez de dire tout ce qu'il fait à 19 ans, il exerce une influence, et on en voit par exemple une preuve dans le rapport avec Jean de Tinan, par exemple. Puisque Jean de Tinan ira même, en écrivant, je crois, un texte qui s'appelle Érythrée, son second texte, jusqu'à, pas plagier, mais en tout cas, jusqu'à imiter les scènes grecques de Louis. Parfaitement. Robert Fleury. Je crois que Jean de Tinan, l'amitié qui a lié Louis à Jean de Tinan est un peu plus tardive. Elle se trouve à partir des années 1894. En 1890, Jean de Tinan n'était pas encore dans les cénacles parisiens. Mais c'est l'époque de 1890, il connaît Valéry, par exemple. Il connaissait déjà Gide, on en reparlera sans doute tout à l'heure. Et il connaît également, dans sa génération, Quillot, Hérold, Lebet, avec qui il aura une amitié très longue.
Oui, c'est par le B qui raconte Tinan, d'ailleurs. Oui, c'est là, il influe surtout sur ses contemporains, sur les gens de son âge. Bien, et alors ce sont les premiers textes qu'il publie, qui sont des scènes grecques. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce moment-là? C'est un parnassien. Les larmes naissaient doucement en elle, montaient à ses yeux, flottaient, débordaient, glissaient en nappes chaudes sur ses joues, inondaient sa poitrine étroite, retombaient sur ses jambes serrées. Elle ne les sentait plus perler une à une entre ses longs cils. C'était un ruissellement continu et doux, une affluence intarissable, l'effusion d'une onde enchantée. Cependant, réveillés par le clair de lune, les immortels de la forêt étaient accourus de toutes parts. L'écorce des arbres, devenue transparente, avait laissé voir la figure des nymphes, et même les naïades frissonnantes, quittant leurs eaux et leurs rochers, s'étaient répandues dans les bois. Et elles se pressaient autour de Byblis, et elles lui parlaient, effrayées, car le cours des pleurs de l'enfant avait tracé dans la terre une ligne sinueuse et foncée, qui gagnait lentement le chemin de la plaine. Mais Byblis déjà n'entendait plus rien. Ni les voix, ni les pas, ni le vent de la nuit. Son attitude devenait peu à peu éternelle. Sa peau avait pris, sous le flot des larmes, la teinte lisse et blanche qui est celle des marbres baignés par les eaux. Le vent n'aurait pas dérangé un de ses cheveux le long de son bras. Elle se montrait en pierre pure. À peine une lueur obscurcie éclairait encore sa vision. Tout à coup, elle s'éteignit. Mais les larmes plus fraîches coulent encore de ses yeux, et c'est ainsi que Byblis fut changé en fontaine. C'est presque un parnassien, oui. Je voudrais vous couper un peu pour en venir directement à une chose qui me paraît capitale, et je crois que Robert Fleury pourrait nous en parler, qui est évidemment, je bascule encore un peu les années, mais peu importe, qui est la rencontre chez Heredia des filles de José-Marie d'Heredia, et notamment à ce moment-là, Marie, qui va devenir, et c'est tout un drame, Marie de Régnier. Et là encore, des problèmes de paternité vont se poser. À ce moment-là, c'est lui, est-ce qu'il est le père, est-ce qu'il n'est pas le père? Enfin, il y a là quand même quelque chose de très important, d'autant qu'il y a les voyages en Algérie, d'autant qu'il y a le retour avec cet extraordinaire Zora Ben Brahim. Et puis ensuite, il épouse Louise de Heredia. Alors, comment peut-on s'y retrouver, Robert Fleury? C'est la période capitale de la vie de Pierre-Louis. C'est son amour pour Marie de Régnier, c'est cet amour qui a, le docteur Dumont parlait de l'amour du corps, mais là il y a à la fois un amour en esprit et un amour charnel en même temps. C'est la péripétie de la vie de Pierre-Louis qui a influencé et l'homme et l'œuvre. Alors, très rapidement, n'est-ce pas, en 1893... Je vous coupe, oui. Ce que je voudrais savoir, parce que les auditeurs voudraient également savoir, c'est comment se fait-il que Pierre-Louis, ayant rencontré chez Heredia une fille Heredia, Marie, finira par épouser l'autre parce que Marie épouse Régnier. Alors, il y a un problème des rapports Régnier-Louis, puisque sur le plan, disons, des lettres, ils se connaissaient. Oui, ils se connaissaient très bien. Ils se fréquentaient beaucoup, puisque dans les mercredis de la rue Grétry, qui était la demeure de Pierre-Louis à ce moment-là, Henri de Régnier venait régulièrement. Mais chez les Hérédiens, Marie était courtisée à la fois par Henri de Régnier et par Pierre-Louis. Et ils avaient tous les deux fait une sorte de pacte dans lequel ils avaient décidé de se déclarer ensemble et de laisser Marie de Heredia choisir entre eux. Mais, profitant d'une absence de Pierre-Louis, Henri de Régnier se déclara et fut agréé.
Et il fut agréé parce que Heredia, il faut était bien le tout dire, seul. était en plus, mais était surtout un joueur impénitent et que Henri de Régnier était intervenu pour régler certaines notes en grand seigneur qu'il était. Ah Et oui, puis beau papa avait besoin d'argent. voilà. Et puis Pierre-Louis, c'était un irrésolu, vous savez, c'était déjà une préfiguration du roi Pozole qui hésite toujours, il ne s'est pas décidé. Donc, si vous voulez, à ce moment-là, Henri de Régnier fait sa demande, est agréé, il se marie en 95 et nous allons passer sur différents épisodes. On peut dire qu'à partir de 97, la liaison de Marie de Régnier et de Pierre-Louis devient effective. Et on le dit, et là aussi, des lettres ont été publiées, et maintenant, nul n'en ignore, puisqu'on le trouve même sur des catalogues de libraires, que le fils de Henri de Régnier est bien le fils de Pierre-Louis. Comment a-t-il épousé Louise? Eh bien, tout naturellement, peut-on dire, puisque Marie de Régnier étant sa maîtresse, voyait d'un assez bon œil qu'il épouse sa sœur, ce qui lui permettait d'être dans la famille, ce qui lui permettait de le tutoyer, ce qui lui permettait beaucoup de rapports beaucoup plus faciles. Et Louise elle-même était toujours amoureuse de Pierre-Louis depuis longtemps. Donc, si vous voulez, la conclusion s'est faite tout naturellement en 1899. Bien. Alors maintenant, laissons un peu la vie, allons très vite. Il y a quand même l'écrivain qui nous concerne. On pourrait encore dire peut-être, docteur Dumont, qui a à mes yeux autre chose, c'est que, passons sur l'autre revue, enfin sa participation au Centaure, qui va amener d'ailleurs la brouille définitive avec Gide. Après, il est manifeste que Louis abandonne la littérature. C'est-à-dire, il devient de plus en plus un érudit, il collabore à la revue des livres anciens, qu'il fonde d'ailleurs, il est parmi les membres fondateurs de cette revue. Il va collaborer à l'intermédiaire des chercheurs et des curieux, en posant des questions auxquelles il répond lui-même. Enfin, il y a là tout un jeu de l'érudition. Mais avant d'en arriver là, il y a l'œuvre. Alors, Jean-Louis Meunier, comment peut-on voir Pierre-Louis écrivain? Pierre-Louis écrivain, il faut le circonscrire entre quelques dates, l'extrême date étant 1906. À partir de 1906, vraiment, Pierre-Louis ne publie plus grand-chose, et encore en 1906, c'est un recueil de certains articles, de certains contes. On publie à nouveau ses œuvres dans diverses éditions, mais l'écrivain Pierre-Louis s'arrête, si l'on veut, en 1906. Employons la date parce qu'elle est commode. Le véritable Pierre-Louis a commencé beaucoup plus tôt. Le docteur Fleury faisait allusion tout à l'heure au poème que Pierre-Louis envoyait à sa cousine. Et le docteur Dumont a posé la question de savoir si Pierre-Louis était un écrivain parnassien. Je ne veux pas aller trop vite, mais je me demande s'il a vraiment été un écrivain symboliste. Il me semble qu'il est bien resté dans sa poésie un écrivain plutôt parnassien, très influencé par José María de Heredia, son beau-père, très influencé aussi par Victor Hugo, et influencé à contrario, puisqu'il a écrit beaucoup de sonnets, qui est une forme que Victor Hugo avait très peu employée. Au temps où nous aurions voulu vivre, vous fûtes l'idole devant qui s'inclinaient une à une les femmes de la nuit et les fleurs de la lune, les longs iris au bras des joueuses de flûte. Les amants à vos yeux cédaient aux chères luttes, car vos yeux étaient bleus comme un soir de Neptune. Les naïades à vous consacraient leur fortune, et votre nom chanté montait du bruit des chutes. Moi seul je connais l'ombre où revit la statue. De bijoux et de fleurs je l'ai toute vêtue, et j'y vais chaque soir pour un dessin nocturne, porté, suivant l'antique et sinistre coutume, 2 colombes sans tête et leur sang dans une urne, à celle qui naquit d'une cruelle écume.
L'écrivain commence par un recueil très célèbre, c'est Astarté, tiré à très peu d'exemplaires pour les amis, mais qui est quand même un grand recueil de Pierre Louys qu'il faut pouvoir lire sous l'aspect symbolique en s'aidant de divers dictionnaires de symboles, les couleurs notamment, le bestiaire. Et c'est un recueil très influencé par Wagner. L'écrivain, donc au départ, se met sous l'aile bienveillante de Victor Hugo, de José María de Heredia, et pour tout ce qui est le symbole dans cette poésie parnassienne, sous l'aile de Wagner, qui a été un des grands inspirateurs de Pierre Louys, ce qui a d'ailleurs entraîné le refroidissement de l'amitié avec Claude Debussy. Lorsque Pierre Louys devient un écrivain public, car il y a là un paradoxe. Voilà quelqu'un qui évidemment adore publier à 100 exemplaires, a peur manifestement de la publication. Il a peur du commerce de la librairie, c'est vraiment quelqu'un qui hésite avant de donner les textes, qui ne veut pas les voir circuler. Il lui arrive quand même cette chose considérable, c'est qu'il publie Aphrodite, et que Aphrodite devient, on dirait aujourd'hui, un best-seller. C'est-à-dire que c'est un livre qui a un tirage, pour le temps, absolument considérable. Oui, à cause de l'article de François Coppée. Bien sûr. François Coppée a lancé Aphrodite, et Pierre Louys... Cet article faisait pleurer Jean de Tinan, qui disait « oui. Ah, ce vieux Coppée quand même !» Oui, oui, mais Pierre a écrit à son frère que le succès d'Aphrodite ne lui a quand même pas spécialement plu. Ah non, justement, mais ça, oui. C'est ça le côté tout à fait paradoxal, et on se demande à ce moment-là si après 1906, jusqu'à sa mort en 1925, il n'a pas non plus refusé de publier parce qu'il ne voulait plus courir une sorte de risque qui était celui de la librairie. De la librairie, et puis Mirandola, un professeur italien, a bien montré dans son livre que Pierre Louys était un velléitaire. Et il ne faut pas l'oublier lorsqu'on fait allusion aux publications à tirage assez confidentiel et à cette absence de succès que Pierre Louys a toujours refusé. Je crois qu'il aimait qu'on parle de lui, qu'on sache que c'était quelqu'un, qu'il y avait un Pierre Louys, mais il n'aimait pas spécialement être diffusé à très très grand nombre d'exemplaires. Mais il y a autre chose, c'est l'aspect canular. La pratique du canular chez Pierre Louys, et Dieu sait si André Gide en a été la victime, puisqu'il y a des anecdotes quand même assez savoureuses, n'est-ce pas, où j'en raconte une comme ça vaguement, sans entrer dans les détails, où Pierre Louys donne un rendez-vous à André Gide, qui monte un escalier, il frappe à une porte, et c'est une fille toute nue qui lui ouvre, n'est-ce pas? Alors ça, Gide a redescendu l'escalier très vite, et il en a évidemment voulu à Pierre Louys, qui par ailleurs lui envoyait des lettres signées de pseudonymes les plus extravagants, fixait des rendez-vous les plus délirants. Cet aspect du canular trouve une concrétisation dans un des plus beaux livres de Pierre Louys, les chansons de Bilitis, puisque dans la préface, par exemple, des chansons de Bilitis, qui est écrit effectivement par Pierre Louys lui-même, il veut absolument authentifier cette poétesse d'origine phénicienne et de Mytilène qui est Bilitis, et il montre la découverte du tombeau de Bilitis et ce qui s'ensuit. Son tombeau a été retrouvé par M. Heim à Palaco-les-Misso, sur les bords d'une route antique, non loin des ruines d'Amathonte. Ces ruines ont presque disparu depuis 30 ans, et les pierres de la maison où peut-être vécut Bilitis pavent aujourd'hui les quais de Port Saïd. Mais le tombeau était souterrain selon la coutume phénicienne et avait échappé même aux voleurs de trésors. M. Heim y pénétra par un puits étroit comblé de terre, au fond duquel il rencontra une porte murée qu'il fallut démolir. Le caveau spacieux et bas, pavé de dalles de calcaire, avait 4 murs, recouverts par des plaques d'amphibolite noire, où étaient gravées en capitale primitive toutes les chansons qu'on va lire, à part les 3 épitaphes qui décoraient le sarcophage. C'était là que reposait l'ami de Mnasidika dans un grand cercueil en terre cuite, sous un couvercle modelé par un statuaire délicat qui avait figuré dans l'argile le visage de la morte. Les cheveux étaient peints en noir, les yeux à demi fermés et prolongés au crayon comme si elle eût été vivante, et la joue à peine attendrie par un sourire léger qui naissait des lignes de la bouche. Rien ne dira jamais ce qu'étaient ses lèvres, à la fois nettes et rebordées, molles et fines, unies l'une à l'autre, et comme enivrée de se joindre. Quand on ouvrit la tombe, elle apparut dans l'état où une main pieuse l'avait rangée 24 siècles auparavant.
Des fioles de parfum pendaient aux chevilles de terre, et l'une d'elles, après si longtemps, était encore embaumée. Le miroir d'argent poli où Bilitis s'était vu, le stylet qui avait traîné le fard bleu sur ses paupières, furent retrouvés à leur place. Une petite Astarté nue, relique à jamais précieuse, veillait toujours sur le squelette orné de tous ses bijoux d'or et blanc comme une branche de neige, mais si doux et si fragile qu'au moment où on l'effleura, il se confondit en poussière. Je me suis dévêtu pour monter à un arbre. Mes cuisses nues embrassaient l'écorce lisse et humide. Mes sandales marchaient sur les branches. Tout en haut, mais encore sous les feuilles et à l'ombre de la chaleur, je me suis mis à cheval sur une fourche écartée, en balançant mes pieds dans le vide. Il avait plu. Des gouttes d'eau tombaient et coulaient sur ma peau. Mes mains étaient tachées de mousse et mes orteils étaient rouges à cause des fleurs écrasées. Je sentais le bel arbre vivre quand le vent passait au travers. Alors je serrais mes jambes davantage et j'appliquais mes lèvres ouvertes sur la nuque chevelue d'un rameau. Les chansons de Bilitis, d'abord, on y croit. Je veux dire, le public du temps croit qu'effectivement, c'est une traduction d'un poète saphique inconnu. Et là vient se greffer quand même autre chose, parce que dans le canular est toujours révélateur de quelque chose. Ce que révèle ce grand canular de Pierre Louys, c'est aussi ce goût pour ce qu'il appelait les jeunes femmes de l'avenir, ou les jeunes filles de l'avenir, c'est-à-dire les lesbiennes.
Et de là, nous avons des témoignages sur ce problème précis de Colette et de Nathalie Clifford Barney, n'est-ce pas, puisque c'est comme ça qu'il les appelait. Et il est évident qu'il a toujours été extrêmement attentif, si on peut dire, n'est-ce pas, aux amours saphiques. Alors comment est-ce que ça pourrait fonctionner, peut-être, Alain Kahn-Stribert, Canular et ce goût du saphisme? Je crois qu'il ne faut pas limiter le goût de Pierre-Louis au saphisme. Peut-être le saphisme étant la chose qui était à l'époque la plus acceptée. C'est ce qui est resté pas dans la légende, mais enfin c'est ce qui est connu de lui. Mais il s'intéressait donc pas seulement à l'aspect littéraire ou à l'aspect pur esprit de ces choses du corps, mais il s'intéressait à toutes ces manifestations qui, à l'époque, étaient considérées pour une grande partie d'entre elles comme contre nature. Il y a quelque chose de charmant dans l'union de deux jeunes femmes, à la condition qu'elles veuillent bien rester féminines toutes les deux, garder leur longue chevelure, découvrir leurs seins et ne pas s'affubler d'instruments postiches, comme si, par une inconséquence, elles enviaient le sexe grossier qu'elles méprisent si joliment. Oui, leur liaison est remarquable parce que leurs caresses sont toutes superficielles et leur volupté d'autant plus raffinée. Elles ne s'étreignent pas, elles s'effleurent pour goûter la suprême joie. Leur nuit de noces n'est pas sanglante, ce sont des vierges crisis. L'amour humain ne se distingue du rude stupide des animaux que par deux fonctions divines, la caresse et le baiser. Or, ce sont les seuls que connaissent les femmes dont nous parlons ici. Elles les ont même perfectionnées. Je voudrais revenir sur les chansons de Bilitis. D'abord, sur leur dédicace. La première édition, l'édition originale, est dédiée à André Gide et à Meriem Ben Ali, le fameux MBA qui a pendant très longtemps passionné les chercheurs et les curieux pour savoir l'origine de ses initiales, puisqu'on disait à André Gide mon bon ami, alors qu'en réalité c'était Meriem Ben Ali, sa maîtresse qu'il avait connue avant de connaître Zohra, préfiguration de Zohra, et qu'on retrouve également dans les chansons de Bilitis sous diverses formes, et à la seconde édition qui porte aux jeunes filles de la société future. Or, et je rejoins M. Kahn-Stribert, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, le saphisme était très répandu dans les milieux bourgeois et les milieux littéraires. Vous avez évoqué Nathalie Clifford Barney, René Vivien et tant d'autres. Madame Dieu-la-Foi, n'est-ce pas? Et pour ne pas revenir à d'autres que je ne veux pas citer ici, mais également dans les samedis de Heredia, on retrouvait pas mal de ces jeunes filles qui étaient des jeunes filles, très jeunes filles, mettons. Il n'y avait pas que le saphisme, il y avait aussi l'homosexualité masculine, sauf qu'on en parlait moins. Et puis, ce qui intéressait Pierre-Louis chez les lesbiennes, c'est qu'il pensait toujours qu'il pouvait un peu s'immiscer, alors que s'immiscer entre Gide et ses autres amis, ça l'aurait peut-être moins amusé. Revenons au canular. Le canular, là, s'organise comme une production culturelle. Ça va, parce que, bon, si les chansons de Bilitis, ça veut dire, moi je connais un texte grec d'une poétesse qui a vécu à Mytilène qui s'appelle Bilitis, et voilà, je l'ai traduit. Je fais un travail d'érudition. Et comme nous avons dit, nous avons toute une partie de la vie de Louis qui va être en proie, littéralement, à l'érudition. Alors, ce qui me paraît, moi, intéressant, c'est de voir fonctionner cette érudition parce que lorsqu'on relit enfin, tout ce qu'a rassemblé La Chèvre, tout ce qu'on peut trouver dans les articles de la revue des livres anciens, il y a un fonctionnement ludique de l'érudition chez Pierre-Louis. Je crois que c'est essentiel, parce qu'à son époque, les professeurs, on peut le constater, ne lisaient pas les livres dont il parlait, mais prenaient soin de lire toutes les gloses et toutes les études faites autour de ces livres. Or, Pierre-Louis, lui, manifestement, habite le livre. Il a une saveur, une touffeur de la lecture. C'est un lecteur d'abord, un lecteur exemplaire,
c'est évident. Et son rapport avec le livre me fait penser à un titre contemporain, enfin de Barthes, c'est le plaisir de lire, enfin, c'est évident. Il y a chez lui une délectation, et une délectation physique. Également, il n'y a qu'à voir sa bibliothèque, il n'y a qu'à voir les notes qu'il donne sur les reliures. Par exemple, il me rappelle Nodier à ce moment-là. Et il est certain que lorsqu'il veut trouver des choses, comme les 15 joies du mariage, l'auteur des 15 joies du mariage, ou il se trompe, mais peu importe, lorsqu'il parle de la maîtresse de Ronsard, des choses comme ça, on sent que ces découvertes sont faites en descendant dans les textes. C'est ça qui me frappe. Ce plaisir, ce velléitaire, comme on a dit, est aussi un enfant. Et il est surtout enfant, je crois, dans la bibliothèque. Qu'en pensez-vous, Robert Fleury? Je crois que vous avez bien défini Pierre-Louis. C'est essentiellement un lecteur. C'est un homme qui aime les livres, et il les aime. Le mot lecteur, d'ailleurs, c'est plus complet. Vous avez évoqué Nodier. Je crois qu'il se rapproche de Nodier, car non seulement il aime les textes, il va rechercher dans les textes des choses que d'autres ne voient pas et que lui va mettre en évidence, mais il est également amoureux du livre lui-même, de la composition du livre, de la typographie du livre. Il est amoureux des reliures. C'est un homme qui aime certainement caresser une reliure, n'est-ce pas, reconnaître le grain d'un Marocain. Et ça, c'est une chose qui chez lui, est un plaisir physique. Comme vous l'avez dit d'ailleurs, je crois que beaucoup des grands bibliophiles sont des gens qui aiment à la fois et les reliures et les femmes. Il y a dans le toucher un petit quelque chose que l'on retrouve dans ce domaine-là et que Louis sentait certainement. Et il faut rajouter quelque chose pour Louis, parce que c'est quand même très important, puisqu'il dira qu'il en meurt, c'est la cigarette. L'important est d'avoir toujours une cigarette à la main. Il faut envelopper les objets d'une nuée céleste et fine qui baigne les lumières et les ombres, efface les angles matériels et, par un sortilège parfumé, impose à l'esprit qui s'agite un équilibre variable d'où il puisse tomber dans le songe. Et n'oubliez pas qu'il a écrit une volupté nouvelle. Oui. Ce petit conte, n'est-ce pas, dans lequel la courtisane qui revient lui dit « Mais vous n'avez rien trouvé depuis 2000 ans », sauf à la fin où Pierre-Louis lui offre une cigarette et que à ce moment-là, elle se retire pour savourer ce plaisir nouveau, cette volupté nouvelle. Puisque nous en sommes là à une histoire de courtisane, essayons de voir clair dans cette production érotique, entre guillemets, de Pierre-Louis. Il y a quelque chose là de frappant, c'est qu'il est incontestable que plusieurs des textes que nous connaissons sont effectivement de Louis, comme Trois filles de leur mère, puisque nous avons eu des exemplaires qui sont la reproduction d'un manuscrit. Bien. Il y en a d'autres qui, quand même, ne sont pas aussi évidemment de sa main. Il faut bien voir que Pierre-Louis n'a pas publié de son vivant le moindre texte érotique, c'est quand il a été diminué, il faut bien dire qu'il était aveugle, qu'il s'est passé là des choses, mon Dieu, combien terribles dans la dispersion de sa bibliothèque, qu'après sa mort, bien sûr, il y a eu une diaspora, pourrait-on dire, sur ces 7 tonnes de manuscrits, de notes, de brouillons, d'accumulations, de recherches qu'il laissait. Et tout d'un coup, on a vu paraître, chez des gens pas toujours très scrupuleux, c'est peut-être ça qui nous met la puce à l'oreille, ces fameuses érotiques de Pierre-Louis. Alain Kanz-Ribert, je pense que vous, ces œuvres érotiques vous intéressent beaucoup. Beaucoup, bien sûr. Mais ce que vous venez de dire a évoqué chez moi plusieurs choses. D'abord, il faut savoir que la plus grande partie des textes érotiques de Pierre-Louis qui ont été publiés sont des textes de jeunesse. Car Meunier disait qu'après 1906, il n'a plus écrit ni pour le public, ni pour son propre plaisir. C'est assez amusant, quand on trouve les manuscrits érotiques, de voir qu'ils sont tous datés, et qu'ils sont datés d'une période qui va entre 89 et au plus tard 1902-1903, et rarement plus tard. Par ailleurs, quand on met en doute l'authenticité des livres connus de Pierre-Louis,
c'est bien sûr facile, mais d'une part, on retrouve maintenant les manuscrits qui ont permis de publier ces livres, et surtout quand l'on sait que, non pas à la mort de Pierre-Louis, mais quelques années plus tard, quand sa femme s'était remariée avec son dernier secrétaire, qu'ils ont eu quelques difficultés d'argent, enfin sa femme, c'est sa dernière femme, ce n'était pas Louise de Hérédia dont tu viens de parler, après avoir dispersé les 7 tonnes dont vous parlez de notes officielles, si on peut dire, ou tout du moins d'ouvrages littéraires, ils ont dispersé 800 kilos de manuscrits érotiques. Je ne vois personne s'amuser à fabriquer 800 kilos de faux Pierre-Louis. Et si on sait qu'il y en a déjà 800 kilos tout fait, tout prêt, je ne vois pas le secrétaire en question que l'on a accusé de faire des faux s'amuser à recalligraphier de faux érotiques de Pierre-Louis, parce qu'il y en avait des centaines de kilos. Vous abondez dans mon sens. C'est à peu près la thèse que je défends en me demandant pourquoi on irait fabriquer quelque chose qui existe. Par ailleurs, je veux dire que la plus grande partie des œuvres publiées, connues, celles que vous avez citées chez Eurydice et de nombreuses autres qui sont plus confidentielles, ont des manuscrits originaux, enfin, sont issus de manuscrits originaux dont on a retrouvé la trace. Et d'autres sont incontestables, je pense à Pibrac. Mais Pibrac dont vous parlez, parlons-en parce qu'il est tout à fait d'actualité, le manuscrit original de Pibrac est une pièce très connue. Oui, Pibrac, c'est parce que Pierre-Louis s'est amusé à faire un pastiche érotique de quatrains extrêmement moraux et bien pensants qu'avait écrit un certain comte. Oui, je sais plus si c'était comte ou baron de Pibrac au XVIIe siècle, et qui étaient des petites choses moralisatrices. Qui se sont poursuivis chez Pierre-Louis aussi par le manuel de civilité à l'usage des jeunes filles. Non, exactement, c'est manuel de civilité pour les petites filles et en sous-titre à l'usage des maisons d'éducation. Voilà. Vous avez raison de rétablir le titre exact. Ce manuel de civilité est un chef-d'œuvre qui devrait être dans toutes les bibliothèques familiales. Si des revers de fortune obligent vos parents à vous prostituer avant l'âge légal, montrez-vous digne de la confiance qu'ils vous accordent et prouvez-leur qu'ils n'ont pas eu tort de vanter vos jeunes talents. Enfermé avec un vieillard, ne vous déshabillez pas tout de suite, laissez-le fouiller sous vos jupes et glissez lui-même ses vénérables doigts jusqu'à la partie de votre corps qui l'intéresse le plus. N'abusez pas des titres honorifiques en parlant à votre protecteur, Excellence, Monseigneur, Monsieur le vice-président du Sénat, sont des expressions qu'il vaut mieux laisser de côté. Bien plus, ne craignez pas de l'appeler cochon, petit salaud, grand polisson. Ces gros mots, prononcés avec un petit sourire, seront toujours bien accueillis. Dans toutes circonstances, tourner le dos à un vieillard est une attitude considérée comme impolie. Cependant, une petite fille nue qui présente ses fesses à un vieux marcheur est sûre de n'être pas grondée. Alors le texte qui me pose le plus de problèmes, c'est Dialogue de courtisane. Non pas parce que Dialogue de courtisane est encore un livre, alors sous le manteau, vraiment, et dont le thème central et même unique est le saphisme, mais c'est aussi parce que là, on atteint à une vulgarité du langage moderne. Madame, c'est moi la femme de chambre qu'on vous a parlé. Ah, vous avez des certificats? J'en ai de mes premières places. Mais madame voudra bien comprendre que pour apprendre mon petit talent, j'ai été depuis dans une maison où qu'on ne vous donne pas de papier. La porte est fermée. N'ayez crainte. Et puis je parle tout bas. On m'a dit les goûts de madame, je suis au courant du service. Et je lis comme madame l'est. Madame peut compter que ça sera tout plaisir pour moi. Vous n'avez pas d'amant? Oh, madame. Pas d'amis? Ça, c'est autre chose. Eh bien, il faudra la quitter. Vous savez ça? Oui, madame. Et habiter dans l'appartement, on me l'a dit. Et être gentil tous les soirs jusqu'à 3 heures du matin. Monsieur vient de sortir. Si madame veut en profiter pour avoir un échantillon de mon savoir-faire, je vais ôter mon chapeau.
c'est un monsieur qui est très érudit. La Grèce, c'est bon pour le public, mais il existe aussi les petites courtisanes qu'il voyait tous les jours. Une fois qu'il n'était plus avec Louise de Hérédia, il a connu, au sens biblique du terme pour revenir au classique, il a connu des dizaines de filles, et il est évident qu'il les entendait parler. Cela dit, il avait dû les connaître avant, puisque ses œuvres sont antérieures à tout ça. Et c'est pour ça qu'il traverse « Penses-tu réussir ?» de son ami Jean de Tinan, dont il est un des héros manifestement, c'est l'ami de Raoul de Valonges, et d'ailleurs Jean de Tinan lui attribue une blennorragie qui n'était que de son fait à lui, Jean de Tinan. Enfin, il s'en est expliqué, Jean de Tinan, d'ailleurs, en disant il fallait bien que je la donne à quelqu'un. Bon, quant à l'origine du dialogue des courtisanes dont vous parlez, je vous laisserai la parole, l'édition originale de ce texte a été faite, comme celle de Trois filles de leur mère, en facsimilé de l'écriture de Pierre Louis. Alors, je pense que c'est une preuve irréfutable. Là aussi, 2 exemplaires en figurent dans la collection de Michel Simon. Françoise, où est ma fille? Dans sa chambre, madame. Comment, elle est déjà montée pour faire ses devoirs? Oh non, madame. Mademoiselle est montée se branler parce qu'elle a vu par la fenêtre un jeune homme qui lui a tapé dans l'œil. Oh, la chère petite, tout le portrait de sa mère. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Mon petit Jean, tu serais bien gentil si tu voulais ne pas tâter mon cul pendant que je récite mes prières du soir. Il faut quand même dire que Pierre Louis pratiquement a fait pour les femmes, comme il faisait pour sa bibliothèque, il faisait des fiches. Et sur chaque femme qu'il avait connue, il faisait une fiche avec toutes ses qualités, avec ce qu'elle pouvait présenter comme avantage, comme technique, etc. Et le plus souvent, il joignait une photo. C'est passé récemment en vente dans une bibliothèque, et c'est quand même assez curieux parce que là, il y a quand même plus de 700 femmes qui sont ainsi cataloguées, et avec toutes leurs spécialités, mettons. Oui, mais alors je crois qu'il y a aussi une part d'imagination dans les fiches en question que j'avais vues également. Et Pierre Louis était un maniaque de la fiche, car... de la fiche ou du catalogue ou du dictionnaire. Mais tout ça dans sa jeunesse. Et pendant que vous parliez tout à l'heure, je regardais 2 pièces que j'ai apportées. Une qui s'appelle Glossaire érotique, qu'il a écrit en 3 jours au pied du Vénusberg, donc pendant l'un de ces séminaires wagnériens auxquels il assistait en été, dans lequel il fait un catalogue en écrivant en haut de chacune des pages de cet important ouvrage qui fait au moins 350 pages, pas ouvrage, mais important... catalogue, encore une fois. Non, mais quand il est vierge, c'est pas un catalogue, c'est un gros cahier. C'est un gros cahier de 300 ou 400 pages, où de son écriture manuscrite, il écrit dans l'ordre alphabétique ce qu'il appelait son vocabulaire érotique. Ça commence par ablution, ce qui est déjà très significatif, car pour lui, l'érotisme, c'est pas seulement les mots crus, mais c'est l'ablution, avant ou après, abreuvé, abondant, et ça se termine 300 ou 400 pages plus loin par tribadi, tribade, je ne sais pas quoi. Ce qui est amusant, pour revenir à ce que disait Meunier, c'est qu'on voit là comment Pierre Louis est velléitaire, car les premières pages sont très remplies, et à partir de la lettre D, il n'y a plus rien. Il n'y a plus que les titres. Alors cet ouvrage devait être un glossaire, et il y a la traduction de chaque terme en français, en italien, en allemand, en grec quelquefois, en anglais. Ça montre déjà quand il avait 20 ans, il connaissait au moins parfaitement bien 4 ou 5 langues. Docteur Dumont, vous voulez intervenir. Ce souci de fichier, de classification, moi, ne m'étonne absolument pas, car pour les gens de notre génération, comme de celle du docteur Fleury, les gens qui faisaient latin-grec à l'époque comme baccalauréat, avaient un souci de classification absolument remarquable, et c'est eux qui avaient certainement l'esprit le plus mathématique qui soit. Mais dites-moi, voilà encore un point commun avec Nodier. Nous l'avons déjà retrouvé. C'est exact. Enfin, c'est vrai. On pourrait imaginer, vous savez, quand Nodier était mourant, sur son lit de mort, il a encore appelé Techner, n'est-ce pas, pour parler reliure. On pourrait imaginer ça parfaitement chez Pierre Louis. Et d'ailleurs, je pense que si nous n'avons pas de texte érotique de Nodier, il y avait une fréquentation de l'érotisme par Nodier. Ils sont à retrouver, donc. Je ne sais pas s'il en a écrit, mais il est évident que ce n'était pas un homme prude, enfin... Je crois que c'est un de ses premiers ouvrages, un Nodier, dont je m'excuse de ne plus me rappeler le titre, mais qui porte en frontispice une vignette où il y a comme légende
Voulez-vous coucher avec ma sœur ? Et là, je ne me rappelle plus le titre, mais c'était quand même, non pas érotique, mais mettons galant, simplement. Il avait d'ailleurs écrit un texte qui a été publié posthume qui s'appelle « Moi », et qui était effectivement très influencé par la littérature libertine du XVIIIe. Je possède personnellement, sous un cachet de cire, un lacet de corset de Gype, dédicacé à Pierre-Louis, à son ami Pierre-Louis. Il m'a dit, « Cette nuit, j'ai rêvé, j'avais ta chevelure autour de mon cou. J'avais tes cheveux comme un collier noir autour de ma nuque et sur ma poitrine. Je les caressais et c'étaient les miens. Et nous étions liés pour toujours ainsi, par la même chevelure, la bouche sur la bouche, ainsi que deux lauriers n'ont souvent qu'une racine. Et peu à peu, il m'a semblé, tant nos membres étaient confondus, que je devenais toi-même ou que tu entrais en moi comme mon songe. » Je crois que Pierre-Louis a en fait poursuivi un but en écrivant ses romans et en faisant voir la femme sous ses différents aspects. Par exemple, Bilitis, si vous voulez, c'est la femme tout entière, c'est le tableau de la femme, incarnation de la beauté. Le Aphrodite, celui du problème psychologique de la femme, tour à tour esclave et... Mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose, docteur Dumont ? Dans les romans de Pierre-Louis, il me semble qu'il y a là comme une revendication morale. C'est curieux de parler de morale à propos de Pierre-Louis, mais une revendication morale qui, d'ailleurs, sont les fameux préceptes du roi Posol, n'est-ce pas ? Fais ce qu'il te plaît, jusqu'au moment où tu empêches l'autre de faire ce qui lui plaît. Et il dit, ce n'est appliqué nulle part. Or, La femme et le pantin, par exemple, j'oubliais tout à l'heure dans la bibliographie de signaler que ça vient de reparaître chez Albin Michel, donc c'est une très bonne chose. Et pour Aphrodite, par exemple, il existe quand même, et là nous retrouvons quand même un lien avec l'érotisme, il existe quand même une version, enfin la version que nous connaissons est une version amputée d'un chapitre, puisqu'il existe de nombreux chapitres érotiques. Mais un a été publié dans les années 27-28, mais il en existe plusieurs. Jean-Louis Meunier. J'ai eu entre les mains un manuscrit de toute la version d'Aphrodite sous une forme très très érotique. Il me semble que l'œuvre publiée de Pierre-Louis et la manie des catalogues et des fiches, c'est une double médecine. Lorsqu'il publie ses ouvrages, soit ses ouvrages de poésie ou ses romans, c'est au fond assez moral. Remarquez bien, on parle du corps de la femme, tout au plus par le ton du sexe, sans employer un autre mot, mais souvent de la partie, disons, supérieure du corps de la femme. Alors, c'était une médecine, il écrivait pour le public, car ce serait quand même publié, des textes relativement moraux. Et puis pour lui-même, comme une sorte de défoulement, il écrivait tous ces textes érotiques. C'était certainement un monsieur partagé entre le désir de paraître quelqu'un d'assez moral, il était quand même le gendre de Hérédia, il était l'amant de Marie de Régnier, c'était tout de même une situation enviable. Mais c'était aussi quelqu'un qui avait une manie sexuelle très grave, il ne se retenait certainement pas. Et j'ai aussi consulté un très épais manuscrit, les notes qu'il avait prises dans Rétif de la Bretonne, qui ne sont pas du tout des notes sur l'aspect littéraire de l'œuvre de Rétif, mais au contraire tout ce qu'il y a de plus leste dans l'œuvre de Rétif de la Bretonne. Alors, il me semble qu'il y a une double médecine, celle qu'il laisse publier, qui est la médecine officielle de Pierre-Louis, et puis la médecine homéopathique pour lui, qui est une manie des fiches et des catalogues. Je voudrais intervenir, excusez-moi, parce que il ne faut pas parler de médecine, il y a plusieurs aspects. Je suis tout à fait de votre avis.
chaque œuvre littéraire importante chez Pierre-Louis a un parallèle érotique. Je crois qu'on peut faire un parallèle entre Les Trois Filles et La Femme et le Pantin, qu'il y a l'histoire du roi Gonzalve qui fait le pendant avec les aventures du roi Pozole. Oui, c'est ça. Il y a les chansons de Bilitis qu'on a évoquées plusieurs fois, mais il existe les chansons secrètes de Bilitis, qui sont à l'évidence de la main de Pierre-Louis. Qu'on trouve dans Eurydice, dans un des tomes. Également, dont on connaît aussi le manuscrit, qui n'est pas inconnu. Il existe même une troisième version de ces chansons secrètes qui, pour rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure, est extrêmement vulgaire. On peut se demander si c'est de Pierre-Louis. Donc il y a la partie, comme vous le dites, qui est le défoulement. Mais il y a aussi, et c'est à mon avis capital chez Pierre-Louis, une énorme érudition et une recherche d'érudition sur les choses de l'amour. Quand vous parlez des notes qu'il fait, des passages libres de Rétif, ça n'est qu'une petite partie des recherches également qu'il a faites, car si vous avez peut-être vu ça une fois, il existe une collection de 12 gros volumes qui sont également des cahiers de 200 pages, dans lesquels il s'amusait à recopier tous les passages libres de tout ce qu'il lisait. Et comme l'écrivait le libraire qui vendait ça, il disait si vous achetez cet ensemble important, vous en avez pour la vie. Si mes souvenirs sont bons, Pierre-Louis avait comme projet, le velléitaire qu'il était, de publier une anthologie, en plusieurs langues d'ailleurs, de la littérature érotique. Enfin, il avait prévu, je crois, 3 volumes de 500 pages ou quelque chose comme ça. Donc, encore une fois, c'est un aspect de Pierre-Louis. On a l'impression qu'il fait ça pour son plaisir, ce qui est vrai, mais il le fait aussi dans le but, un jour, d'en faire quelque chose, ce qu'il ne fait pas d'ailleurs. Robert Fleury. Il a préfacé une anthologie de l'amour arabe. Oui, et à ce propos, on pourrait revenir à l'œuvre publiée de Pierre-Louis. Il me semble que les préfaces qu'il a données sont des fuites de Pierre-Louis. C'est une façon d'être lui-même sous un aspect légèrement anonyme, car il savait très bien, même à cette époque-là, que les préfaces n'étaient pas toujours lues. Et la préface au cahier d'André Walter, qui est d'André Gide et non pas de Pierre-Louis. Pierre-Louis y est prêté complaisamment parce que ça le satisfaisait. Et deuxièmement, pour en revenir à l'œuvre toujours, la traduction était un état naturel chez Pierre-Louis. Il aimait traduire. J'ai des traductions de Dialogue de la mort, notamment des traductions de l'historien anglais Macaulay, etc. Il aimait beaucoup traduire. C'était une manière d'intervenir sous un nom d'emprunt, ce qui rejoint, ce que j'ai dit tout à l'heure, l'aspect très velléitaire de Pierre-Louis. Mais il y a aussi un amour du pseudonyme. Oui, mais c'est une fuite, le pseudonyme. Un masque, en tout cas. C'est un masque. Je crois que dans l'amour de la traduction, il y a aussi la recherche de tous les aspects d'une même chose, car un concept ne se disant pas de la même manière dans différentes langues de peuples voisins peut signifier beaucoup si on trouve des parentés. Il recherchait énormément. Ce glossaire dont je parle est tout à fait significatif et intéressant à cet égard, car un même terme français a des traductions dans différentes langues qui font bien ressentir quelquefois combien le mot est fondamental dans l'expression de ce que ça représente. Et c'était cette recherche-là très fondamentale chez Pierre-Louis. Je crois que si le CNRS avait existé, il en eût été un des membres importants. Les plus assidus. Oui. Mais ceci dit, ne nous égarons pas trop et n'oublions pas quand même que si cette émission Relecture est consacrée à Pierre-Louis, c'est aussi que Pierre-Louis est un grand écrivain. Purement et simplement, enfin, je veux dire, nous avons heureusement montré différents aspects de son activité, y compris son activité amoureuse, mais il reste, je pense que vous serez tous d'accord avec moi, un des grands maîtres de la langue française à une époque précise, et que cette maîtrise de la langue a peut-être été, dans le siècle, la marque apportée par Pierre-Louis, vu son influence sur ses pairs, c'est-à-dire sur les écrivains de son âge dans leur début. Je pense à Valéry, je pense même à Gide, je pense à Tinan et à d'autres. Il faudrait quand même évoquer les rapports entre Pierre-Louis et Paul Valéry et regretter, moi c'est un des grands regrets que j'ai toujours formulé, que la correspondance ne soit pas encore publiée. Madame de Lucy, qui est conservateur à la Bibliothèque nationale, a publié un très important travail sur la genèse de la Jeune Parc. Eh bien, à la genèse de la Jeune Parc, il faudrait un ouvrage qui s'appelle La Genèse du Per Vigilium Mortis. Car lorsque Pierre-Louis corrigeait le texte, enfin corriger, c'est un bien grand mot, si au fond il y a des corrections que Valéry a parfaitement admises. Lorsque Valéry écrivait La Jeune Parc et la soumettait à Pierre-Louis, Pierre-Louis retravaillait son Per Vigilium et l'influence de Valéry y est. Ce sont des rapports qui n'ont pas été très bien étudiés, mais qui sont fondamentaux pour la connaissance et de Valéry et de Pierre-Louis. Il y a un autre problème chez Pierre-Louis, qui est évidemment le fait
très curieux pour moi, n'est-ce pas, c'est qu'il était persuadé de mourir jeune. Il était persuadé de mourir jeune, et du coup s'est mis à brûler la chandelle par les deux bouts, si on peut dire, et l'héritage que lui avait laissé son père, ben, il l'a dilapidé assez rapidement, et après il a eu beaucoup de rapports avec son frère Georges, justement, pour régler des problèmes financiers de plus en plus épineux, et d'ailleurs qui ont parfois trouvé des solutions, elles aussi, malgré tout étranges, la vente globale de sa bibliothèque à un monsieur qui finalement le paye avec énormément de retard, et finalement cette bibliothèque sera quand même vendue, enfin, Alain Kanz-Ribert, ce problème financier... Ce problème financier était que l'héritage qu'il a reçu ne devait pas être très considérable, car... Ah, M. Fleury me dit que si, oui, peut-être était-il considérable. Toujours est-il qu'il l'a dilapidé très vite. Il ne brûlait pas seulement la chandelle par les deux bouts, il l'a coupée en deux pour en avoir 4. Et quand il a commencé à publier Bilitis, il se faisait avancer des sommes considérables. Il s'est d'ailleurs toujours fait avancer des sommes importantes par ses éditeurs, de telle manière que ses héritiers ont dû refuser de son héritage à sa mort, et ce sont les éditeurs qui ont fini par se rembourser sur les droits des dettes très très importantes que Pierre-Louis avait à leur égard. Et Pierre-Louis, oui. Je m'excuse de couper, mais il faut dire aussi qu'il a pas mal renfloué beau-papa de Heredia. Ah oui, enfin on le dit. Dont la fortune était très chancelante. Surtout Régnier, beaucoup plus que Louis. Et Régnier plus que Louis. Oui, Robert Fleury. Je voudrais préciser à M. Kanz-Ribert, en 1892, Pierre-Louis a 21 ans, son père est mort quelques années avant, et il touche donc sa part d'héritage. Alors sa part d'héritage, qui était donnée par le notaire Dubois, son ami de sa famille, était de 100 000 francs or, plus des titres. Ça représenterait approximativement de 30 à 50 millions d'anciens francs, en gros, en se basant sur la date, n'est-ce pas? Or, en 1895, il dit à son frère, il ne me reste plus rien de l'héritage paternel. Donc, si vous voulez, voilà un homme qui, en 3 ans, a dépensé à raison de 10 millions anciens par an. C'est pas très difficile à faire. C'est pas très difficile, mais enfin, faut-il encore le faire. Il avait divisé ce qui lui restait à vivre, sa fortune, en un nombre d'années qui lui restait à vivre. Il se basait sur le fait qu'il allait être tuberculeux. Oui. Sa mère était morte de tuberculose, son frère était mort de tuberculose, et dans sa famille, on mourait beaucoup de tuberculose, et lui-même avait, je crois, je me tourne vers mon confrère le docteur Dumont, je crois que c'est un emphysème, n'est-ce pas, qui a été pris malheureusement par un médecin pour les premières atteintes de la phtisie. Moyennant quoi, il s'est donné ce temps de 3 ans pour dilapider l'héritage paternel, ce qu'il a fait dans les meilleures conditions que l'on pouvait faire à l'époque. Pierre-Louis présente encore tellement d'aspects mal connus ou totalement inconnus que nous avons encore, ou plus exactement que vous, messieurs de la Société des Amis de Pierre-Louis, avez encore beaucoup de pain sur la planche. Il y a autre chose chez Pierre-Louis, et je voudrais en terminer par cela. Il y a chez Pierre-Louis une exigence d'écrivain qui est assez extraordinaire et dont il me semble que la trace nous est révélée par le dernier texte de caractère littéraire qu'il ait publié, une petite plaquette d'une dizaine de pages, et qui s'appelle « Poétique ». Croire en la muse, lui offrir le silence et la solitude, espérer sa grâce. Qu'au murmure perceptible se penche l'esprit, astreindre la volonté, museler la raison, prendre conscience de la voix supérieure, écouter longtemps sans répondre, découvrir que la muse peut suggérer le son avant le mot, le rythme avant la phrase, et que sa dernière parole est sa première pensée. Jamais de plan. Écrire avant de mettre à nu le modèle, avant de contourner le sujet, avant de connaître encore l'idée par son nom.
C'est la pensée toute vivante qui dicte le style immortel. Dès qu'elle a trouvé ce qu'elle cherche, elle n'est plus. La page blanche doit toujours être mystérieuse. Jamais de brouillon, pas même de papier sous la main pour cette sorte d'exercice. Mot impropre ne peut s'écrire, plutôt laisser la plume 1 heure suspendue que de voir sur la page une tache. Le poète ébauche, dessine et recommence, il ne brouillonne pas. Sa première esquisse, prose ou vers, est un poème. Choisir le mot, il n'en est qu'un. Savoir le redoubler. Le synonyme n'est qu'un pis-aller misérable pour le poète qui gouverne du point et qui retient ou qui déchaîne cette foudre, la répétition. Mépriser les épithètes, pas trop. Perdre un jour de loisir à pister la vraie pour la vertu qu'elle a dégorgé les fausses. Démuseler la raison qui joue à la course de l'adjectif, puis d'un geste, ici pour le sanglier, la chasse du verbe. Placer le mot, c'est écrire. Le plus pur est-il le plus humble, méconnu sous une loque usée, premier secret du style, ensorceler une loque. À la juste place où elle tourbillonne et colore tout à coup sa métamorphose. Apprendre seul comme on étouffe la voyelle criarde entre 2 sons sourds. Comment un coup flasque devient sec et teinte. Comment on fait retentir le fer doux qui tremblerait mal, n'était le marteau qui le reforge. Comment la perfide négation est ruse, nuance ou retour de flamme, et qu'au lieu d'effacer l'image, elle l'imprime. Surveiller la croissance normale de l'ossature, qui doit être invisiblement robuste et fine, oublier qu'on la nomme syntaxe. Mais tout d'abord, suivre le rythme qui palpite avec le cœur de l'idée, règle fondamentale du vers et de la prose et de la musique. Scander la prose. Une page bien écrite est celle dont on ne saurait enlever une syllabe sans fausser la mesure de la phrase. Faire bondir le rythme par l'air, par l'aile, par les doubles consonnes qui vibrent, qui sifflent. Le rompre et l'abattre au souffle d'une muette, s'il faut qu'il retombe ou qu'il rebondisse. Plus vif que la muette est lit qui se délivre de la cinérèse, brille et fuit. Ponctué entre les mots d'angle, percevoir que le rythme n'est pas seul touché, mais que d'obscures sonorités s'éclairent si la plume tardive insinue avec tact une virgule. La trouvaille est poésie. Coup de génie par excellence que le pressentiment d'Alexandre, le coup d'épée. Ainsi, vers et style se résolvent. La rhétorique du mouvement, science naturelle, principe révolutionnaire, tranche les cordes grammaticales et grave la parole future. C'est la liberté des muses premières que d'élever leurs bras blancs, qui brandissent des tropes, de se faire passage à travers l'école et de sceller une trace en terre vierge. Mais, apprentis sorciers, gardez-vous des forces. Aux imprudents, l'ellipse casse. Rien de plus leste que la syllèpse, ni de pire escalade que la gradation. Peintres, poètes ou musiciens, tout art émane de l'hypallage, alternant où l'idée prend forme et d'où la matière prend vie. À l'aurore, quand la tâche est faite, comprendre, accomplir. Ne fermez les yeux que sous l'espoir du songe, murmure suprême de la voix intérieure. Désormais, sur le manuscrit, sur le livre, à travers le siècle et jusqu'à la tombe, scrupule, mais prudence de la retouche. Vers ou prose, les poèmes sont des créatures, et qui vivent, qui respirent, qui sont pleines d'organes, qui mourraient d'un mot coupé. Créatures plus qu'humaines, filles peut-être éternelles de l'esprit qu'elles dépassent, enfantées, mais non préconçues. Et les simples qui voient ces filles inespérées
naître à l'extrémité d'une plume peuvent un soir les meurtrir ou les changer en cendres, s'ils n'ont pas cru qu'elle naissait pour toujours. Poète, évangéliste d'une déesse intime, transfigurez-vous par la nuit. Écrivez à l'écart, signez, rentrez dans l'ombre. Le Verbe seul est illustre. Fermez vous-même à la gloire la porte de votre maison. Silence autour de l'homme, solitude, fierté. Mais la fierté, jurez qu'elle vous est chère. Jurez qu'elle est incorruptible, qu'elle vous arme pour jamais contre la misère, l'amour et la mort, que vous n'écrirez pas un vers sans le lui donner en garde avec le respect de votre œuvre, et qu'elle grandit, comme votre joie de la lire, lorsque le rayonnement fraternel des arts fulgure des quatre horizons. Rose de la lumière humaine, ou flamme, flamèche, phosphorescence, éclair, fumerole et splendeur, tout est sacré. De la source où jadis riaient les noyaux.